Depuis plusieurs années maintenant, les annonceurs dépensent sans compter ou presque sur Google, Facebook et Amazon pour accroître leur notoriété, recruter des nouveaux clients ou encore dans des stratégies de fidélisation. Les derniers chiffres publiés par l'Observatoire de l'e-pub du SRI, donc le syndicat des régies Internet, nous montrent que le triopole Google, Meta, Amazon s'arroge aujourd'hui 67% du marché français de la publicité en ligne en 2021. Dans le détail, le Search bénéficie aujourd'hui d'une croissance de 28% par rapport à 2020 et représente 42% du marché, soit 3,2 milliards d'euros. Le social, lui aussi, observe une vraie croissance de 22% sur l'année 2021 et représente 26% du marché à environ 2 milliards d'euros. Cette dépendance aux plateformes américaines expose aujourd'hui les annonceurs à de nombreux risques. En effet, en confiant son budget publicitaire à des firmes américaines fermées, vous dépendez de leurs décisions et celles-ci visent régulièrement à vous faire dépenser plus d'argent ou encore à vous cacher des performances modestes, voire mauvaises, sans que vous puissiez le savoir. Pour appuyer ce risque, on peut prendre l'exemple récent de la hausse des CPC chez Google Ads ou encore des défauts d'analytics chez Facebook. Pire, on a appris il y a quelques mois que les deux s'entendaient et avaient des accords pour manipuler les enchères. Conséquence, aujourd'hui, vos performances ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs et diminuent la rentabilité de vos actions marketing. Face à ce constat inquiétant, dans le tunnel, l'émission qui parle de publicité digitale invite Mathieu Seccarilli, qui est consultant en acquisition digitale et indépendant, et aussi hôte du podcast Le Refuge, pour lui poser la question suivante. Est-ce que les annonceurs sont trop dépendants des GAFA pour leur acquisition marketing? Salut Mathieu. Salut Alexandre, bonjour à Merci. tous. Bon, merci en tout cas Mathieu d'avoir répondu à mon invitation. Je sais que tu partages souvent des contenus et tu es très actif sur LinkedIn notamment, et c'est comme ça que du coup j'ai pu échanger avec toi. Et je sais que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur. En effet, je pense que l'intro que tu as faite me parle et je suis impatient d'en discuter avec toi. Bon, écoute, pour commencer, déjà, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer pourquoi il y a cette position ultra dominante de Google et Facebook, notamment en France? Alors bien sûr, là, il y a Amazon aussi qui monte très très fort sur le retail search notamment, mais comment on peut expliquer cette position ultra dominante de Google et Facebook? Ouais, alors je vais juste me présenter au-delà de l'aspect spécialiste en acquisition. Moi, j'ai géré pas mal de campagnes search pour des gros annonceurs de startups assez connus comme Sendinblue, Conto, Bankin, et je les ai conseillés dans leur stratégie d'acquisition, comment dépenser leur budget en search. Et en effet, c'est un sujet qui est extrêmement important. Il est encore plus chaud aujourd'hui quand on a entendu parler des résultats de Facebook et à l'inverse des excellents résultats de Google. Et je pense qu'on arrive à une phase où des certaines en fait vérités vont éclater et certaines choses qui étaient le fait que les annonceurs se soient entièrement intégrés dans les écosystèmes Facebook et Google. Aujourd'hui, dans un schéma où ces deux plateformes connaissent un petit peu, alors on va en discuter plus en détail, mais quand certaines choses commencent à être questionnées, en fait, est-ce que les résultats sont vrais? Est-ce que derrière, ce qu'on constate en conversion, c'est bien ce que nous dit Google, ce que nous dit Facebook? Et en fait, on arrive un petit peu à une rupture. Côté Facebook, la rupture, ça se traduit fortement par l'arrivée de TikTok, au-delà de ce qui s'est passé avec Apple, mais ça a été déjà un premier élément. Alors, côté Google, c'est un peu plus complexe. Je pense qu'on pourra revenir dessus. Mais c'est sûr que de distinguer les deux dans leur performance, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ok. Et du coup, alors pour en revenir à ma question, aujourd'hui, comment tu expliques que ces deux acteurs-là, notamment, ils sont ultra Oui. dominants sur le marché français, notamment chez les annonceurs? Pourquoi ils dépensent autant d'argent chez ces deux acteurs et ça depuis déjà plusieurs années? Ouais, exactement. J'ai pas répondu précisément, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, depuis 5-6 ans, on va dire même quasiment 8 ans, ces deux plateformes sont globalement efficaces. Elles ont montré leur capacité à générer des conversions, à créer de la notoriété. Si on prend l'exemple du search, pour avoir accompagné des entreprises qui en font un canal important, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une intentionnalité qui est là, c'est un endroit sur lequel les personnes tapent ce qu'elles recherchent, c'est évident, ça convertit. Donc, de fait, des entreprises se positionnent pour se positionnent sur les enchères pour acheter des clics.
Sur Facebook, c'est la même chose. Il y a moins d'intentionnalité, mais la capacité à créer de la notoriété via Instagram, bien sûr, ou Facebook, hein, les deux, a été prouvée. C'est-à-dire que, enfin, je pense que toi, comme moi, on a constaté que ça avait un effet. À la fois à la performance, encore une fois, moi ça m'est arrivé sur Instagram de voir, je sais pas, des pubs de lunettes et d'acheter dans la foulée, et aussi de découvrir des marques. Je pense notamment, j'avais fait un post sur les petits raffineurs que je ne connaissais pas, mais qui m'ont matraqué sur Instagram et sur Facebook. Et quand tu as un enfant, tu finis par les découvrir. Pareil, je crois que le lit que j'ai acheté à ma fille, c'est la même chose. Voilà. Donc, ça a fait ses preuves. Donc, c'est indiscutablement, on va dire, des plateformes d'un point de vue utilisateur qui sont ultra efficaces. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que dans ce contexte-là, ces deux plateformes ont parfaitement su s'intégrer aux besoins marketing des entreprises. À commencer par le besoin de mesurer des conversions. Et ça, je pense que ça sera un peu le fil rouge de notre échange. Comment la conversion est-elle un baromètre intéressant de nos campagnes? Tout à fait. Donc, effectivement, on le voit bien et tu l'expliques parfaitement. Une bonne intégration dans les stratégies marketing, quand même du succès. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, tu commençais déjà un petit peu à le mentionner? Est-ce qu'on peut dire qu'en 2022, ces plateformes, elles sont toujours aussi efficaces et est-ce qu'elles permettent toujours d'atteindre leurs objectifs? Parce qu'on sent quand même, comme tu le mentionnais aussi, une petite grogne en train de monter, notamment avec cette hausse des CPC, si on parle de Google Ads. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu de remous. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi de ton côté au niveau des annonceurs? Ouais. Alors, moi, je me place toujours côté utilisateur. Ok. Ok, c'est un peu. J'essaye au maximum d'avoir une réflexion dans les campagnes, dans ce qui se passe d'un point de vue utilisateur. Et moi, je vois par exemple qu'une plateforme comme Facebook, plus personne autour de moi l'utilise. Pareil. Ok, tu vois. Donc, on peut lire que ça touche des personnes, des trucs comme ça. Moi, autour de moi, plus personne n'utilise Facebook. Donc ça, c'est la première chose. Instagram, c'est utilisé, ça crée de la notoriété, il n'y a pas de débat. Mais que ça soit, là, on va dire les plus de 30 ans, on sait que c'est pas quelque chose sur lequel les gens vont y passer, Ils passent moins de temps. Ils passent moins de temps par rapport à avant. Ça reste raisonnable. Après, du coup, si on regarde ça, WhatsApp n'est pas monétisable. Donc, on va regarder en fait où l'attention, en fait, le temps d'attention, parce que le temps d'attention, c'est des inventaires. Donc, où l'attention est portée, et on voit que chez les jeunes, il y a la disruption TikTok qui fait très mal et qui remonte peu à peu les différentes tranches d'âge, parce que en fait, ce qui se passe souvent, c'est impulsé par les plus jeunes, et puis derrière, c'est adopté par les générations suivantes, parce que ça correspond à un nouveau mode de communication, à une plus grande modernité et à des choses dont on parle. Donc ça va suivre tranquillement. Donc c'est pour ça que bien important de faire le distinguo entre Facebook et Google. Donc voilà. Donc pour moi, Facebook est clairement menacé d'un point de vue utilisation. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Après, côté Google, tu as souligné quand même à juste titre les chiffres. Là, je préparais un peu un article que j'avançais sur justement les résultats de Facebook et de Google. Et en fait, faut savoir que le search, ça faisait à peu près 100 milliards de revenus de dollars pour Alphabet en 2019, donc 60% des revenus de Google. Et en 2021, là, sur les prévisions qui ont été faites sur Q4, on est à 150 milliards sur 257. Donc, c'est encore 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance du search dans les résultats de Google est toujours de 60%. Si la contribution est restée, si la part est restée la même, c'est que la contribution est restée la même. Si tu enlèves la croissance du search, tu n'aurais qu'une croissance de 25% sur 2 ans de Google. D'accord? C'est-à-dire que le search reste un truc ultra performant chez Google. Et donc, on a beau avoir les mêmes chiffres sur YouTube qui, pareil, croient de 60%, mais la part, elle est tellement faible que, si tu veux, ça reste encore vraiment marginal. Je crois que, pour te situer, donc sur les 257 milliards que Google a à peu près fait en 2021, c'est 28% pour YouTube, tu vois. Donc, YouTube, c'est à peine 11%, donc ça reste très marginal. Donc, la dépendance au search reste très forte. Et c'est un outil qui fait ses preuves. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a l'intentionnalité.
Tout le monde continue. Moi, j'ai pas arrêté d'utiliser Google. Mmh. La part de marché, elle reste à 90%. Contrairement à ce qui s'est passé pour Facebook, on utilise le search encore beaucoup sur desktop et c'est sur desktop que les inventaires sont le plus monétisables parce que c'est aussi là où il y a des conversions. Mmh. Et du coup, c'est sur Chrome qu'on utilise beaucoup. Enfin, la part de Chrome, elle est à 60-70%, je crois. Mmh. Oui. Donc Safari, je crois que Safari, elle doit avoir 25, un truc comme ça. Donc en fait, le search, Google est protégé sur le search grâce à Chrome et grâce au fait que ça soit encore un outil qui soit parfaitement utilisé. Donc, toi, tu as parlé en intro de la hausse des CPC, qui est un autre débat parce que en fait, si on regarde le search, est-ce qu'il y a une raison à ce que en fait la concurrence augmente en fait sur un mot-clé donné, à moins qu'il y ait 40 nouveaux entrants, il n'y a pas forcément de raison qui payent plus cher. Oui. Mais il peut y avoir une hausse entretenue par les levées de fonds. Voilà. Donc voilà. Mais donc c'est pour ça que moi je distingue un peu les deux et qu'aujourd'hui on prend conscience que la valorisation n'est pas figée et que aussi les grands acteurs, que ce soit Google, Facebook, Amazon, maintenant et Apple, se rentrent. Enfin, en fait, pour arriver à atteindre des niveaux suivants de croissance, vont aussi finir par s'attaquer des parts de marché entre eux. Ok, Voilà. très bien. Et donc, pour revenir un petit peu aussi sur ce qu'on disait juste avant, il y a aussi des actualités. Et on voit aussi que notamment le débat autour de la vie privée commence aussi à s'immiscer dans le quotidien des utilisateurs. Donc, il y a aussi des réflexions de la part des utilisateurs. Comme tu disais, il y a moins en moins de gens sur Facebook. Facebook est de moins en moins intéressant, mais il y a aussi beaucoup de sujets quand même d'actualité un peu négatifs autour de Facebook qui fait peut-être aussi que les gens se disent, bon, finalement, Facebook, c'est pas si intéressant. Est-ce que tu vois que l'impact de tous les sujets qui sont sortis ces derniers mois et depuis notamment le grand scandale de Cambridge Analytica affecte aussi ces acteurs-là? Moi, je trouve que côté annonceur, pas trop. Ok. Parce qu'aussi, l'alternative, c'est quoi aussi? L'alternative, c'est d'avoir des résultats concrets très rapidement. Donc pourquoi les basculements sur Snapchat, sur Pinterest ou sur TikTok a été moins rapide? Parce que ces plateformes ont été moins rapidement capables de montrer qu'elles fournissaient des résultats. Pour deux raisons. C'est que déjà, elles n'ont pas des tranches d'âge aussi larges. Oui. Une des raisons aussi de Facebook, de son succès, c'est que c'était global. Donc, pour les entreprises, il n'y avait pas tu faisais tout, en fait, tu touchais tout le monde. Sur Pinterest, sur Snapchat, tu vas devoir un peu choisir tes tranches d'âge. Donc, c'est déjà limitant. Et en plus, je pense que ces plateformes, même si leur plateforme publicitaire reste bien faite, enfin c'est inspiré de toute façon de ce qu'ont pu faire Google et Facebook, mais je pense que le remonter les résultats est moins facile aussi pour eux. La présence des cookies de ces deux entreprises est moins présente partout. Du coup, ça limite aussi leur possibilité de reciblage, d'identification des utilisateurs. Donc voilà. Donc les outils publicitaires de ces deux acteurs-là sont bien sûr les plus matures, donc ils ont plus de possibilités, ça offre plus de possibilités aux annonceurs. Donc encore aujourd'hui, il y a une vraie volonté de les utiliser et puis de ne pas forcément quitter très bien. Quand on te dit tu as 100 000 € à dépenser, en fait tu veux voir un truc qui marche. Et ce qu'ont très bien compris Google et Facebook, il faut montrer des conversions. Donc en fait les annonceurs voient des conversions. Donc côté annonceur un peu moins, côté utilisateur, enfin, je trouve que c'est quand même beaucoup un débat d'opinion, sans rentrer dans le détail de ce que ça peut couvrir. Je trouve qu'on arrive du coup à des en fait, c'est aussi un espèce de flou de problématiques pour beaucoup de gens qui bénéficient quand même grandement à Google et Facebook quand on parle de ces sujets. C'est pas non plus anodin que ça soit lancé par l'Europe alors qu'ils sont très présents auprès de la Commission européenne. Voilà. Bien sûr, je comprends. Et donc, alors justement, sujet de la conversion, sujet du suivi, sujet de l'analytics, moi j'entends souvent un terme que je connaissais pas vraiment avant de travailler dans ce monde de la publicité, c'est le terme black box. On en parle souvent et de plus en plus, j'ai l'impression que c'est un sujet qui devient de plus en plus récurrent, notamment depuis que Google a sorti Performance Max. Est-ce que c'est aussi ton avis sur ce sujet ? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire, voilà, on laisse l'IA s'occuper des campagnes, faites-nous confiance, donnez-nous votre numéro de carte bleue et on gère le reste, est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment ou pas pour toi ? Alors, il faut comprendre le postulat qu'on a adressé tout à l'heure.
Google, aujourd'hui, en search, ça continue de fonctionner. Donc, il y a des entreprises, tu leur coupes le search, il n'y a plus d'activité. Donc, ce qu'a réussi à faire Google avec le search, et les entreprises aussi sont tombées facilement dedans, hein, parce qu'en fait, tu vois, tu regardes ce que les gens tapent sur le search, tu as la part du SEO qui a baissé, tu as la part des annonces publicitaires qui a grossi. Le SEO, si on regarde vraiment, c'est de moins en moins pertinent, avec beaucoup de requêtes qui sont des affiliés, qui sont des choses... Voilà. Donc en fait, tout converge vers le SEA. J'ai parlé des chiffres de croissance. Pour Google, continuer d'avoir des grosses croissances sur le search, c'est indispensable. Mais les annonceurs, ils n'ont pas tellement de choix, en fait, aujourd'hui, que de dire à Google, c'est mort, moi, je n'utilise pas vos trucs. Donc, ils y vont très progressivement, c'est malin, tu vois, c'est des stratégies en général assez autoritaires, hein, d'allier progressivement, hein, on peut penser à Poutine. Et du coup, à un moment donné, tu fais OK, c'est facile. Je ne crois pas que le sujet de l'automatisation soit un sujet d'intelligence artificielle. Enfin, moi, j'utilise des campagnes depuis bientôt près de 10 ans. Il y avait déjà de l'automatisation, on pouvait déjà optimiser à la conversion. Les mecs, enfin, je pense que les data scientists dont bénéficiaient Google et Facebook étaient déjà largement capables de faire ça. C'est pas hyper compliqué quand on y réfléchit. Ils avaient peut-être moins de données, mais voilà. Mais donc aujourd'hui, faut continuer en fait d'alimenter cette croissance. Et du coup, on se retrouve avec les annonceurs qui ont lâché sur la volonté de contrôle et qui du coup ont donné à Google sur la partie notamment Black Box et à Facebook, ok, c'est plus simple, on n'a pas besoin de gérer, on vous file un budget, 100 € par jour, par mois, et vous gérez pour nous, et vous faites le boulot. Ok, donc au final, c'est plus une question de facilité, de gestion au quotidien qui permet donc aux annonceurs de gagner du temps et de, par exemple, travailler plutôt sur les créatives ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est la même chose que d'un point de vue... En fait, c'est d'aller dans les choses qui nous sont faciles, tu vois. Google en proposant Gmail gratuit, tu vois, nous, on va forcément tomber dans des écueils de, entre guillemets, paresse, de facilité, tu vois, que ça soit utilisateur ou annonceur. Et là, tu as un truc qui te propose, tu vois, de gérer, de mettre, tu vois, je peux le voir hein, sur Smart Shopping, mais 100 €, t'as rien à faire, tu as juste ton inventaire à partager. Bon, moi, là, je me suis retrouvé récemment avec un client dans une situation où tu peux plus discuter. Google dit augmenter les budgets. Toi, tu dis, je pense que c'est pas le bon budget. Si jamais tu augmentes, il n'y a pas la profondeur de marché. Le client, il te croit plus. En fait, il va te dire, mais non, c'est pas limité. Si Google dit, je pense que Google est plus connaisseur que toi. Oui, mais ce budget. Mais c'est difficile, en fait. Ça devient difficile, en fait, aussi de se positionner jusqu'à ce qu'il y ait un moment, parce que je pense que ça va arriver aussi, une prise de conscience que la rentabilité, elle baisse, que les coûts d'acquisition, ils explosent, que ça ne génère pas de valeur, en fait. Tu vois, donc, en fait, est-ce qu'on doit faire confiance, finalement, à Google et Facebook aujourd'hui ? Alors Facebook peut, ça fait longtemps. Ouais. Moi, mon historique Facebook, c'est que quand je me suis lancé dans mon activité, je faisais des tests des audiences que je ciblais, tu vois, mais sur des petites audiences de personnes dans l'écosystème startup et tout. Et j'arrivais vraiment j'avais des clics, ou des commentaires, mais vraiment je regardais hein, les profils des gens qui mettaient ça, ça n'avait rien à voir, quoi. Et mon ciblage, j'étais assez explicite. Hein. Donc, j'ai toujours eu un certain scepticisme sur ce que remontait Facebook. Quand tu regardes aussi les chiffres des résultats trimestriels, ça fait quelques années qu'il n'y a plus de croissance et que beaucoup de choses, enfin, dans les zones nord-américaines ou Europe, et qu'il y a beaucoup de robots, de fake accounts qui sont, si tu regardes un petit dans les astérisques, il y a 5-10% qui sont des créations de comptes qui sont des fake accounts ou des robots. Donc voilà. Et je sais pas, je me dis juste que est-ce que toutes les impressions, et tu as parlé Enfin, il y a déjà eu aussi des sujets sur est-ce que Facebook remontait les bons chiffres, est-ce que les impressions étaient bonnes. Voilà. Donc, moi, Facebook, il y a un scepticisme, mais maintenant, bon, voilà, ça reste un endroit où les gens y passent du temps, c'est légitime de dépenser. Sur Google, je pense que on est à une frontière, à une limite, et ça a toujours été enfin, moi, je trouve que Google a apporté beaucoup en transparence, des outils excellents, des recommandations qui étaient excellentes. Là, ça fait 2-3 ans, je trouve qu'on est sur un système black box, beaucoup moins de confiance, qui me dérange et qui, du coup, pour moi, ne permet pas aux annonceurs de tirer le meilleur parti de leur campagne.
Mmh. Alors du coup, finalement, qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui aux annonceurs? Où on sent bien, comme tu le dis, je vois bien dans ton discours que on est quand même à une sorte de basculement. Là, on est très proche, tu le dis, là sur Google, notamment, on a une frontière. Donc concrètement, si on laisse filer, bon, à un moment donné, ça pourra se retourner contre nous. Donc concrètement, aux annonceurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? C'est quoi les solutions à leur disposition pour justement sortir un petit peu de cette dépendance et sortir un petit peu de ce phénomène de black box? Ouais. Bah alors, le premier niveau, c'est d'en prendre conscience, Oui, parce qu'à ça c'est un déjà moment, ouais, ça c'est important. ils seront tous perdants parce que Mmh. même une entreprise qui a fait des grosses levées de fonds, à un moment donné, si elle paye, je sais pas, 300 euros alors qu'elle pourrait payer que 200 euros son nouvel utilisateur, c'est toujours son utilisateur qui va dans la poche de Google qui Mmh. pourrait Mmh. aller dans un écosystème plus intéressant. Donc, c'est la première chose, c'est la prise de conscience. Après, du coup, je considère qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'échanges entre annonceurs d'un Mmh. même secteur, et notamment sur le search. Je pense que c'est un peu presque utopique, hein, je le Mmh. cache pas, mais comme je pense qu'à terme tout le monde est perdant et que ça sera que Google qui sera gagnant, Mmh. je pense qu'elle devrait discuter. Et après, le troisième niveau, qui est beaucoup plus pragmatique, mais qui est plus contraignant, c'est d'essayer de garder un peu de contrôle sur ses campagnes. Mmh. Ce qui implique, alors pour moi, certainement pas de basculer dans du black box à Mmh. 100%, c'est-à-dire Mmh. d'essayer de comprendre une chose qui est fondamentale, c'est j'en parlais tout à l'heure, c'est la profondeur de marché. C'est-à-dire que si tu dois, tu dépenses, il n'y a que 100 euros à dépenser, il n'y a pas de raison de dépenser 120. Mmh. S'il y a eu 100 impressions sur un mot-clé donné dans une journée, il n'y a aucune raison de Mmh. dépenser plus. Et d'ailleurs, ceux qui regardent les performances, enfin ceux qui ont des campagnes Smart Shopping Performance Max, ils n'ont qu'à regarder ce qui se passe le week-end. Alors ça dépend des business. Si vous êtes dans un business qui a une baisse le week-end, vous verrez que souvent les CPC montent le week-end. Donc ça permet aussi de faire dépenser le budget que vous avez placé et de ne pas avoir Mmh. de baisse. Donc ça linéarise en fait les dépenses, Mmh. et puis régulièrement vous allez avoir des messages limités par budget, enfin votre campagne est limitée par le budget, tout ça. Pareil, ça, n'oubliez pas que Google veut vous faire dépenser de l'argent. Donc prenez Mmh. avec des pincettes ces recommandations, soyez prudents. Mmh. Et après, l'autre recommandation que je fais depuis longtemps, c'est de sortir des écosystèmes de ces plateformes Mmh. et de ne pas analyser vos conversions sur ce que vous disent ces plateformes. Mmh. Le meilleur exemple, et tu en as parlé en fait pour le fil rouge, c'est par exemple des campagnes YouTube, de vouloir absolument des conversions. Le risque est notamment de beaucoup avoir finalement des conversions de remarketing, Mmh. alors que c'est sans doute pas votre objectif. En fait, voilà, sur une campagne YouTube, c'est peut-être pas ça votre objectif, c'est peut-être juste de Mmh. diffuser, de faire de la Mmh. notoriété. Donc pourquoi attendre des conversions? Donc voilà, donc c'est rester intelligent dans la façon de gérer les campagnes et de ne pas toujours attendre de la performance aussi. OK. Et donc finalement, dans ce que tu dis là à la fin, qui me semble assez intéressant, c'est aussi d'utiliser des outils qui ne sont pas forcément ceux, de Google et Facebook, et peut-être de s'équiper aussi d'outils d'attribution, d'aller voir un petit peu plus loin par rapport à ça? Exactement. Alors, bon, tu as des outils comme Eulerian, mais je crois qu'ils ont été rachetés. Donc, tu as plusieurs, ou Animoto. Enfin, non, pas Mmh. Animoto. Il y a Weaselly, Eularian, Ouais, alors Eziance, Eulerian, il y en a c'est racheté. beaucoup. Il y a des nouveaux outils Analytics qui se veulent un peu plus neutres. Mmh. Mais donc ça, c'est une bonne chose. Mais remplacer Google Analytics, c'est quand même un tout petit peu utopique parce que ça reste assez facilement activable. Mmh. Et voilà. Mais en tout cas, c'est aussi d'avoir une contre-vérification. Et là, tu peux avoir des outils qui vont en fait, tu refais une sorte de Google Analytics. Alors, Mmh. ça demande un peu d'investissement, hein. Mmh. Là, c'est Mmh. vrai que je le fais avec des startups un peu plus importantes, mais tu vois, tu as des outils comme Segment ou comme Kinayo Mmh. qui te permettent de récupérer tous les events, donc les pages vues, tous les events que tu peux créer sur ton site, et tu les récupères sur une database, et derrière, bah, en fait, tu reconstitues le parcours de tes utilisateurs. Et bah, le truc le plus évident, c'est que si par exemple, je sais pas, enfin, ta campagne YouTube dit 500 clics et que ça a fait des conversions, bah, toi, tu peux aller regarder si ces 500 clics qui viennent de ta campagne YouTube ont généré quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est un trafic Mmh. pertinent? Est-ce que le taux de rebond a été bon? Est-ce que c'est des gens qui ont vraiment acheté? Ça, tu peux regarder sur Google Analytics aussi. Mmh. Tu vois, donc, c'est d'essayer de mettre en place des outils pour contre-vérifier, en fait.
OK. Et est-ce que, une des solutions aussi, pour les annonceurs serait, de tester des nouvelles choses? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas que ces formats Google et Facebook, il y en a plein d'autres. Tu as parlé bien sûr de TikTok, mais on parle de l'audio, on parle du retail avec, des plateformes françaises comme Cdiscount, on parle de display, on parle de voilà, il y a aujourd'hui, il y a plein d'autres leviers. Est-ce que aussi le salut, des annonceurs est dans la diversification de leurs investissements? Ouais, dans la diversification et un léger effort. Mmh. Un léger effort enfin, d'analyser ce qu'on peut obtenir d'une campagne. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit Mmh. que quand tu vas sur Snapchat, tu vas sur Pinterest, tu vas travailler que un segment. Donc, Mmh. tu sors un peu de la dimension facile pour plusieurs raisons. Déjà, parce que, enfin, personnellement, je l'ai fait, hein, donc je suis pas du tout en train de dire que Mmh. je suis meilleur qu'un autre là-dessus, mais je vois quand même les bonnes et les mauvaises pratiques. C'est juste que c'est facile de balancer son visuel sur Facebook, de se dire oh tranquille, ça touche tout le monde, je me prends pas la tête à faire un truc ciblé qui met le message vraiment à la bonne personne. Mais en réalité, Pinterest, Snapchat, enfin, sont des opportunités de cibler des segments très spécifiques, du coup avec des contenus très spécifiques, en se disant aussi que je ne vais pas avoir une approche passive à me dire juste j'obtiens des conversions, Mmh. est-ce que ça veut dire que ça marche, tu vois? C'est plutôt j'inverse la logique, c'est de me dire là j'ai des jeunes qui vont consommer de cette façon, qu'est-ce que je peux leur proposer? Et très bien, je vais toucher c'est l'opportunité de toucher 100 000 personnes. Mmh. Qu'est-ce que je Mmh. ferais si c'était un affichage dans la rue? Et tu vois, j'avais par exemple travaillé avec Bankin, je me souviens qu'ils Mmh. avaient, enfin sur Snapchat, ils avaient des vidéos enfin je travaillais pas sur, moi je travaillais plus sur Google Ads, mais en tout cas ils avaient des super résultats parce qu'ils avaient des campagnes qui interpellaient les jeunes et des visuels qui interpellaient les jeunes sur la gestion de leur argent. Tu Mmh. vois, avec des coûts d'acquisition du coup qui étaient super bons. Et en fait, c'est cette, tu vois, Donc tu te greffes pas à ce que ça te donne comme résultat. mmh. Tu inverses le truc. Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Donc tu te mets un peu dans le mindset, en fait, de la plateforme, de la cible qui Exactement. consomme cette plateforme et donc Exact. du coup, tu t'adaptes concrètement à cette plateforme et tu es Exactement. pas juste à dire: «Allez, je fais une campagne d'acquisition, paf, Google, merci, au revoir», quoi. C'est vraiment dans une Exactement. logique, de création de contenu, de création publicitaire qui fait que tu vas réussir ou non. C'est pas, je vois bien effectivement Bah, en fait, ce que tu veux dire. le message qu'ont donné ces plateformes pendant quasiment 10 ans, de 2000, je sais pas, enfin 2008 à 2016, tu vois, 2017, c'est que la segmentation, c'est le marketing, tu vois. Et Mmh. on a vite dit Mmh. que le digital permettait de segmenter parce que tu Mmh. pouvais toucher les bonnes audiences avec le bon message au bon moment. Mmh. Pourquoi ça serait plus vrai aujourd'hui? OK. Non, mais c'est intéressant comme conclusion, j'aime bien. J'aime bien. Bah, écoute, merci Mathieu. Je pense que voilà, on a vu pas mal de Ouais. choses. Je sais pas si tu voulais ajouter aussi, voilà, par rapport à cette thématique de la dépendance. On a évoqué plusieurs sujets, mais si jamais tu avais une dernière peut-être chose à évoquer sur ce point-là? Non, non, mais quand tu m'as appelé, vous avez parlé de l'intérêt aussi d'avoir des plateformes indépendantes. Enfin, et on a parlé Mmh. aussi du display. Je trouve que ce que Mmh. vous proposez aussi est assez intéressant. C'est pas tellement de se positionner contre du Facebook et du Google Non. par principe. C'est Mmh. l'idée, c'est plutôt de voir en quoi ces plateformes ne servant plus, pardon, l'intérêt des entreprises, Mmh. il est pertinent de réfléchir différemment. Mmh. Et tu vois, voilà, enfin, tu vois, que ça soit du display, de la vidéo, faut pas se dire parce que c'est YouTube, parce que c'est Google, ça va marcher, ça va être génial, tu vois. Mmh. Faut plutôt réfléchir en se disant le ciblage sera bon, je vais avoir les bons, tu vois, vaut mieux, par exemple, je trouve être sur un bon site qui a une bonne notoriété, mais pas Mmh. forcément dépenser des milliers plutôt que de faire une campagne display sur Google qui part dans tous les sens, où tu gères pas ton Mmh. inventaire, où tu Mmh. sais pas qui Mmh. tu touches, voilà, Mmh. tu vois. Mmh. Mmh. Et l'exemple un peu marrant, c'est que moi je me suis retrouvé, pour conclure, tu sais, c'est les campagnes sur YouTube où tu cibles à la personne, à l'audience. Et un jour Mmh. j'avais fait une campagne en ciblant des audiences, et un lundi je regarde les emplacements de ma campagne YouTube et j'avais que des chaînes pour enfants. Peppa Pig. Donc, je sais qu'on a tous les deux des enfants et en fait, tu sais Mmh. que tu sais comment ça se passe. Donc voilà. Oui. Donc c'est un très bon Bah, c'est exemple vrai. en fait de pourquoi faut aller au-delà de ce que nous Mmh. remontent ces plateformes.
Oui, parce que je confirme que si tu vas sur mon compte YouTube, il y a beaucoup plus de vidéos pour enfants que de vidéos qui m'intéressent moi. Bah voilà, donc c'est bien, hein, les marques qui ont vendu Mm. des espaces à ce moment-là, ils ont peut-être une impression que tu allais convertir, mais en fait, c'est pas toi qui as regardé. Super. Du coup, Mathieu, si on veut te retrouver, si on veut discuter avec toi, c'est LinkedIn, c'est ton podcast Le Refuge. Ouais, alors moi je sors un peu des campagnes d'acquisition de façon opérationnelle Ok. et je propose aussi de l'accompagnement sur de la stratégie d'acquisition, enfin pour mettre en place une stratégie d'acquisition via des ateliers. Donc Hmm. toute entreprise qui nous écoute et qui se pose des questions, qui galère sur son acquisition, peuvent me contacter. Je Très serais bien. ravi de les accompagner là-dessus. Par ailleurs, mon site mathieusecarelli.com, LinkedIn et mon podcast pour ceux que ça intéresse. Ouais. Pardon, Avec Le des épisodes Refuge. très intéressants. Moi, en tout cas, j'ai C'est écouté, cool. j'ai suivi attentivement et des trucs super, super sympas. Ce que j'aime bien, c'est que tu vas un peu aussi, tu sors un peu du cadre. Il y a plein de sujets, tu évoques plein de choses différentes. Donc, c'est très, très intéressant. Bah merci Et ouais. Et en tout Alexandre. cas, à suivre aussi Refuge. Merci beaucoup, Mathieu. Du coup, Ouais, c'était franchement, moi, j'ai appris pas mal de choses avec toi. Et ce que je retiendrai pour finir, c'est la prise de conscience. C'est ce que tu as dit en premier point. C'est exactement. cette prise de conscience des annonceurs de tout ce qui est en train de se passer et de comment ils doivent s'adapter face à cette nouvelle situation. Et donc voilà, donc plein de bonnes choses aussi en perspective. Hein. Ça offre des opportunités. Il ne faut pas avoir aussi, je pense, le côté trop négatif de ce qu'on a évoqué, mais ça offre des opportunités de justement imaginer d'autres choses pour les annonceurs. Et c'est comme ça qu'en tout cas, on va essayer de les accompagner, toi et moi, au mieux. Et en tout cas, j'espère que cet épisode aura permis, en tout cas, d'ouvrir un petit peu l'esprit de nos personnes qui nous écoutent et qui nous suivent. Merci Merci Mathieu, Alexandre. à très bientôt en tout cas à tout le monde. On vous retrouve prochainement pour un autre épisode dans le tunnel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre les différents épisodes et à vous abonner aussi à notre newsletter, l'Acquise-Letter, donc dans lequel on évoque aussi plein d'autres sujets, plein d'autres actus et notamment autour du display qui est la spécialité d'Antvoice. Et donc je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à tous, à très bientôt.